De Gaulle va arriver au pouvoir en mai 58 parce que la 4e République ne réussit pas à gérer le problème de l'Algérie. L'Algérie était une colonie française depuis 1830, mais en fait elle était considérée non pas comme une réelle colonie, mais comme un département français. Et voulant l'indépendance, cette Algérie, à travers le FLN, le Front de Libération Nationale, a fait une véritable guérilla en Algérie et l'armée française ne réussit pas à contrôler l'Algérie. Donc le gouvernement français de la 4e République, voyant qu'il ne peut pas arriver ni à mettre fin à la guerre, ni à donner l'indépendance à l'Algérie, va se décider à laisser le pouvoir au général de Gaulle, comme le veulent d'un côté les colons français en Algérie et de l'autre côté l'armée française. Et c'est donc le président de la République, de la 4e République, René Coty, qui va demander au général de Gaulle de devenir président du Conseil, ce qui équivaut à peu près à Premier ministre. Et dès qu'il va être au pouvoir, il va mettre en place une nouvelle république qui sera la 5e République. Nous allons voir tout d'abord, première partie, le triomphe de cette république gaulienne de 58 à 65. Premier élément extrêmement important, c'est la nouvelle constitution de la 5e République. Nous l'avons étudiée dans une vidéo antérieure, donc nous ne la verrons pas ici. Ensuite, deuxièmement, l'achèvement de la décolonisation. En fait, De Gaulle était arrivé au pouvoir essentiellement à cause du problème en Algérie et il va donc mettre fin à la colonisation en Algérie ainsi qu'en Afrique noire. Puis, deuxièmement, les politiques gaulliennes. Ce sont les politiques intérieures et européennes. Pour De Gaulle, ce sont les politiques essentiellement réservées au Premier ministre, mais il y a eu quand même des changements majeurs. Et puis, la politique internationale, pour De Gaulle, c'est la politique, c'est son domaine réservé et c'est là-dessus qu'il va évidemment insister. Et puis la dernière, la politique culturelle qu'il va faire avec André Malraux et qui va transformer la politique culturelle française. Voyons d'abord la décolonisation. De Gaulle est arrivé au pouvoir pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Il va commencer par essayer de faire un compromis avec le FLN, d'abord en proposant un plan de modernisation qui est le plan de Constantine, puis en proposant ce qu'il appelle la paix des braves, pour que l'on puisse discuter entre soldats. Mais le FLN fait savoir que lui ne discute que de l'indépendance. Donc, pas question de compromis, De Gaulle se rend compte, et à partir de ce moment-là, il se rend compte que la seule et unique solution, c'est l'indépendance. Le problème, c'est qu'il y a une bonne partie de la France et des Français qui ne veulent pas en entendre parler, donc c'est extrêmement compliqué. Il commence par proposer, dès 1959, l'autodétermination. Or, l'autodétermination, tout le monde comprend ce que ça veut dire qu'on demande aux gens si oui ou non ils veulent devenir indépendants. Or, il y a de fortes chances pour que les Algériens répondent oui. Donc le résultat, c'est d'abord des barricades à Alger, et ces barricades sont là parce que les soldats et les colons étaient persuadés que De Gaulle était de leur côté. C'est-à-dire que De Gaulle, qu'ils avaient aidé à mettre au pouvoir, était pour l'Algérie française. Or, ils s'aperçoivent que non. Donc pour eux, c'est une véritable trahison. Et ces barricades montrent à quel point le danger est fort et qu'il faut aller vite pour essayer de trouver une solution. De Gaulle va toujours dans le même sens et donc en 61, il décide qu'il faudrait poser un référendum, demander aux Français s'ils veulent donner l'indépendance, demander par un autre référendum aux Algériens s'ils veulent l'indépendance. Évidemment, cette idée est encore pire que la première pour l'armée française, pour une bonne partie de l'armée française, pas toute, mais aussi et surtout pour les colons. Et donc, là, c'est un véritable putsch qu'il va y avoir, la prise du pouvoir par l'armée à Alger, et l'armée bien décidée à débarquer à Paris et à renvoyer De Gaulle à Colombey, les deux églises, là où il habite. Et c'est donc un moment extrêmement dur pour la France,
qui pense que ça y est, on est en face d'un véritable putsch militaire. De Gaulle demande l'article 16 de la Constitution. Cet article 16 lui donne les pleins pouvoirs. Il en profite de ses pleins pouvoirs pour enfermer les 4 généraux qui avaient lancé le putsch et donc pour arrêter ce putsch. Mais le problème reste toujours là parce que certes, il ne va plus y avoir de putsch, mais une partie de l'armée et une partie des colons, les plus extrémistes, décident de créer l'OAS, c'est-à-dire l'organisation de l'armée secrète. Cette organisation de l'armée secrète veut absolument l'Algérie française. Et pour cela, ils vont faire des attentats. Des attentats en Algérie contre des Algériens, contre des colons qui pensent un peu trop proches des Algériens, et en France aussi, parce qu'en France, il y a des Français qui soutiennent l'indépendance de l'Algérie. Donc ces attentats se multiplient et il est absolument temps d'arrêter tout cela. Et c'est pourquoi en 1962, De Gaulle propose au FLN de signer des accords. Ce sont les accords d'Évian et ces accords d'Évian donnent l'indépendance à l'Algérie. Les colons français vont quitter pour la plupart l'Algérie, c'est ce qu'on va appeler les rapatriés d'Algérie, ils sont fort nombreux, il y en a à peu près 1 million. Et pendant ce temps-là, l'OAS va continuer les attentats. Et même De Gaulle va échapper de très peu à un attentat de l'OAS. À partir de ce moment-là, De Gaulle décide de proposer aux Français un référendum. Dans ce nouveau référendum, il va demander aux Français que le président de la République soit élu au suffrage universel, de manière à ce qu'il représente vraiment tous les Français et que toute attaque contre lui soit une attaque contre l'ensemble des Français. Et effectivement, le président de la République sera élu en 1965 au suffrage universel direct, ce qui est quelque chose qui transforme la constitution de la Ve République. Pour l'indépendance de l'Afrique noire, ce sera beaucoup plus simple parce qu'en fait, la Quatrième République avait commencé à mettre sur pied les possibilités d'indépendance en accordant dès 1958 donc une autonomie qui devait se transformer en indépendance. Donc De Gaulle n'a jusqu'à effectivement décider que l'Afrique noire française sera indépendante et il fait la tournée de tous ces pays d'Afrique noire qui deviennent indépendants à ce moment-là. Les politiques intérieures et européennes. Quelles sont les différentes politiques de De Gaulle ? Nous allons commencer par celles qui sont peut-être les moins importantes pour lui, ce sont les politiques intérieures. En effet, pour lui, la seule vraie politique, c'est la politique extérieure qu'il s'était réservée, c'était son domaine réservé. Voyons d'abord quels sont les changements à l'intérieur. Eh bien, tout d'abord, il y avait un problème économique. En effet, il faut bien voir que, certes, l'année 58 fait partie de ces 30 glorieuses, et donc l'économie marche bien, mais cette économie qui marche bien, elle est aussi une économie inflationniste. Et le résultat de cette inflation, c'est que le franc perd constamment de sa valeur et qu'il faut constamment le dévaluer, ce qui, évidemment, pour un pays que De Gaulle veut fort, ne fait pas très bon effet. Donc il faut quand même qu'il dévalue et il va trouver quelque chose qui va permettre de faire passer facilement l'idée de la dévaluation. En effet, il va promouvoir, avec son ministre des Finances, le nouveau franc. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau franc ? Eh bien c'est très simple, pour 100 anciens francs, eh bien on aura un nouveau franc. Donc on enlève 2 zéros. Et en même temps, on en profite pour dévaluer. Mais la dévaluation passe inaperçue parce que pour les Français, enlever 2 zéros, c'était en fait donner au franc une valeur extraordinaire. 100 francs anciens qui valaient presque rien valent un seul franc. Donc, c'est une monnaie qui ressemble à une monnaie forte. Donc, psychologiquement, c'est une bonne affaire. La seconde chose importante, ça a été la signature du marché commun, de la CE, donc du traité de Rome. Mais cela, c'était totalement préparé par la Quatrième République, donc ce n'est jamais que la continuation de ce que doit être l'Europe. Or, pour ce qui est de l'Europe, De Gaulle a des idées extrêmement bien précises et ce n'est pas du tout les idées des pères fondateurs, c'est que l'Europe, eh bien, c'est ce qu'il appelle l'Europe des nations, c'est-à-dire chaque pays fait ce qu'il veut.
Il est totalement indépendant et il peut y avoir de temps en temps des politiques communes. C'est comme cela qu'il voit l'Europe. Mais bon, ça ne l'empêche pas de signer le traité de Rome et d'accepter par la suite la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune, qui est une politique commune, donc en fait commune à tous les pays qui font partie de l'Europe. Et ceci est une sorte d'Europe supranationale. C'est pas du tout ce que voulait De Gaulle au départ, mais il se trouve que cette PAC, cette politique agricole commune, est extraordinairement favorable à la France, qui à l'époque est le principal pays agricole, donc il l'accepte. Et ensuite, il pense avec son ministre de l'Industrie qu'il faut moderniser la France pour en faire un grand pays. Et donc, ils vont lancer le plan calcul pour l'informatique. On va moderniser l'aviation en lançant l'idée du Concorde. Donc, on voit qu'il y a des grandes idées pour faire de la France un grand pays industriel. Et puis, effectivement, pour la première fois, la France se trouve avec un excédent commercial, ce qui montre à quel point tout semble aller pour le mieux. Mais tout ceci, si vous voulez, pour De Gaulle, c'est de la politique que son Premier ministre peut traiter à la rigueur. Pour lui, ce qui compte, c'est la politique internationale. Voyons donc cette politique internationale. Cette politique internationale, pour lui, elle est très claire. C'est l'indépendance de la France vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de l'URSS. Bien que faisant partie de l'Europe de l'Ouest et donc étant un allié des États-Unis, un allié à part égale. Et pour cela, il faut une véritable indépendance militaire. Cette indépendance militaire, il ne la voit que d'une seule manière. C'est une indépendance avec l'arme atomique, ce qu'il appelle la force de frappe. En effet, il considère que la France peut être attaquée surtout essentiellement par l'URSS, mais que les États-Unis peuvent la défendre ou ne pas la défendre en fonction de leurs intérêts, et donc que la France doit être capable de se défendre par elle-même. C'est pourquoi il va refuser que cette bombe atomique, que les Français mettent au point, ne soit pas sous l'égide de l'OTAN, ce que les Anglais avaient accepté, parce qu'il ne veut pas que ce soit un général américain à l'OTAN qui décide de l'utilisation de la bombe française. Donc cette force de frappe, c'est l'élément basique de sa politique extérieure et de son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Pour bien montrer qu'il n'a pas du tout l'intention de laisser la défense française aux mains de l'OTAN, il décide de faire sortir la France de l'OTAN en 1966, tout en restant le grand allié des Américains. Ensuite, il va au Cambodge faire un grand discours à Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge, et ce discours, c'est contre la guerre du Vietnam. En effet, les États-Unis commencent à vraiment entrer dans cette guerre du Vietnam de manière de plus en plus importante, et il fait remarquer que ça n'est pas une bonne chose. La France a perdu la guerre d'Indochine, c'est-à-dire en fait la guerre du Vietnam, et les Américains ne réussiront pas à gagner cette guerre. Il ferait mieux donc de ne pas la commencer. Donc conseil aux Américains. Ensuite, de la même manière, il va condamner la guerre des 6 jours qui a lieu en 67 en Israël contre les pays arabes. Et cette guerre des 6 jours va faire que De Gaulle va réfléchir à propos de la politique française vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des Arabes, et il va chercher à rétablir une espèce d'équilibre entre la politique vis-à-vis d'Israël, qui restera toujours une politique qui peut lui être favorable, mais aussi une politique arabe, et donc c'est le début d'une politique arabe de la France, et De Gaulle essaye de maintenir un équilibre entre Israël et les pays arabes. Une autre remise en cause de Gaulle vis-à-vis des États-Unis, c'est la remise en cause du SMI. En effet, tout le monde sait que le dollar, qui en théorie vaut 35 $ pour une once d'or, ce n'est qu'en fait qu'une théorie. Il y a bien longtemps que ceci est terminé et qu'il n'y a pas 35 $ pour une once d'or. Il y a beaucoup moins, puisque les Américains, pendant la guerre du Vietnam, ont fait marcher la planche à billets pour pouvoir payer la guerre du Vietnam. Et donc, il y a beaucoup de dollars. Pendant ce temps-là, l'or n'a pas augmenté. Donc le dollar ne vaut plus.
$35 pour une once d'or. Or, dans les banques centrales européennes, il y a d'énormes quantités de dollars, puisque le dollar est as good as gold, ce que l'on disait ailleurs, autrefois, c'est-à-dire qu'en fait le dollar vaut de l'or, ce qui est tout à fait exact, et bien plutôt que d'entasser de l'or, on entasse des dollars. Seulement actuellement, les dollars ne valent plus la même quantité d'or. Donc De Gaulle décide de réclamer officiellement aux États-Unis que les dollars contenus dans la banque centrale française soient transformés en or. Et si tous les pays avaient fait la même chose, c'était la banqueroute des États-Unis. Donc, une grande indépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais il veut aussi une indépendance vis-à-vis de l'URSS. Là, il y a beaucoup moins à faire parce que, évidemment, la France ne fait pas du tout partie du bloc soviétique. Donc, forcément, le bloc soviétique, c'est quand même l'ennemi. Mais, en fait, il va montrer à l'URSS que la France a une politique qui est une politique indépendante. Et la France va reconnaître la Chine communiste à un moment où la Chine et l'URSS vont au plus mal. Il y a une guerre sur la frontière entre la Chine et l'URSS à ce moment-là. Bon, c'est pas une guerre très importante, mais quand même. Et donc, De Gaulle profite justement de ce moment-là pour reconnaître la Chine. Et d'une manière semblable, De Gaulle va condamner l'intervention soviétique à Prague, ce qu'on a appelé le printemps de Prague, lorsque les Tchèques réclamaient plus de liberté, plus d'indépendance vis-à-vis de l'URSS. Voyons la dernière des politiques gaulliennes. Le troisième type de politique de De Gaulle, c'est la politique culturelle. Il va mener cette politique culturelle avec André Malraux, qui est un grand écrivain pour lequel il a une grande admiration. Cette admiration, elle est réciproque. Et Malraux va effectivement transformer culturellement la France. C'est la première fois que la France a réellement une politique culturelle. Pour ça, ils vont créer des maisons de la culture dans toutes les villes de France pour que chacun puisse avoir bibliothèque, théâtre et donc puisse là aussi connaître la culture. Donc ça, c'était très important. Ce que voulait De Gaulle aussi, c'était une politique culturelle à l'international. Et l'idée, c'était que la culture française étant une culture exceptionnelle, eh bien, il fallait que tout le monde la connaisse. Et c'est ainsi que vont être créés des centres culturels à travers le monde entier qui vont permettre aux différents pays de connaître la culture française. Et il va donc y avoir une multiplication des concerts, des pièces de théâtre, etc. Il va y avoir une véritable vie culturelle beaucoup plus importante qui va se développer, et en France, et à l'étranger, dans ces centres culturels français. Nous sommes là à l'apogée de la puissance du général de Gaulle. Et ensuite, à partir de 68, il va y avoir un déclin.